Le 23 juillet 2019, Boris Johnson a été officiellement désigné comme Premier ministre du Royaume-Uni. Cette désignation s'est déroulée à l'issue d'un vote au sein du Parti conservateur afin de succéder à Theresa May, qui a démissionné après avoir échoué par 3 fois à faire voter au Parlement britannique son accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne. Ce changement est immense concernant l'orientation du gouvernement britannique par rapport au Brexit. En effet, si le gouvernement de Theresa May avait à plusieurs fois remis l'accord avec l'Union européenne sur la table, elle souhaitait éviter la possibilité d'un Brexit dur sans accord. Elle a d'ailleurs répété tout au long de son mandat qu'elle souhaitait un Brexit mis en œuvre de manière ordonnée. Ce n'est clairement pas le cas du nouveau Premier ministre Boris Johnson, qui est résolument ouvert à un Brexit sans accord si les négociations avec l'Union européenne n'aboutissent pas vers la direction voulue par son propre gouvernement. Il souhaite d'ailleurs se servir de la perspective d'un Brexit dur comme d'un moyen de mettre directement la pression sur Bruxelles. Après son intronisation et son premier rendez-vous avec la reine, Johnson a donné son premier discours en tant que Premier ministre au Parlement britannique. Discours qui peut nous donner d'ailleurs quelques indications quant à ses intentions politiques dans les mois à venir. Ce premier discours était caractérisé par ce qu'il a lui-même pointé comme de l'optimisme radical, afin de rompre avec la sinistrose résignée des citoyens britanniques devant le spectacle d'un Brexit qui n'en finit pas. C'est pour cette raison qu'il a formulé une volonté de lancer de grands élans économiques, commerciaux et technologiques, même s'il reste toujours assez flou à ce stade. Le flou, ça a d'ailleurs été l'autre grande caractéristique de ce discours. En effet, si Johnson a formellement répondu à plus d'une centaine de questions de ses collègues parlementaires après son discours, il a généralement préféré esquiver le détail de ses politiques à venir en opposant simplement le bilan de l'opposition travailliste au bilan des conservateurs. Enfin, il a confirmé vouloir une sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 octobre 2019, la date qui a été fixée entre l'UE et le gouvernement de Theresa May après plusieurs reports infructueux. En particulier, il n'a pas offert à ce stade de solution à plusieurs questions les plus pressantes concernant l'éventualité d'un Brexit dur. Le backstop irlandais, l'Écosse et la facture de 39 milliards de livres devant solder les comptes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. D'abord, sur la question irlandaise, Boris Johnson se retrouvera exactement dans la même situation difficile que Theresa May. En effet, au nord de l'Irlande se trouve une situation actuellement vraiment inextricable. La République d'Irlande, qui occupe la majorité de l'île d'Irlande, a aujourd'hui une frontière commune avec l'Irlande du Nord, qui elle fait partie du Royaume-Uni. De violentes tensions opposaient depuis plus d'un siècle en Irlande du Nord les catholiques nationalistes irlandais et les protestants unionistes britanniques, du moins jusqu'en 1998, où l'accord du Vendredi Saint a pu apaiser les tensions en supprimant la frontière physique entre les deux pays. Cet accord était rendu possible par le fait que le Royaume-Uni et la République d'Irlande faisaient tous deux partie du marché commun, ce qui rendait de facto possible une invisibilité de la frontière et notamment sur les questions commerciales. Seulement avec la sortie du Royaume-Uni de l'UE et donc du marché commun européen, une telle absence de frontières entre les deux zones devient maintenant impossible. Et le rétablissement d'une telle frontière pourrait clairement redémarrer l'engrenage des violences en Irlande du Nord. D'ailleurs, des colis piégés mais qui n'ont heureusement fait aucun blessé ont déjà été revendiqués par un groupe se réclamant de l'IRA, la principale organisation armée nationaliste irlandaise. Une possible montée des violences est donc bien d'actualité. La solution qui a été trouvée par l'accord entre Theresa May et l'UE afin de préserver la paix est le dispositif dit du filet de sécurité ou backstop. L'Irlande resterait temporairement dans le marché commun européen avant que des ajustements se fassent très progressivement afin surtout de conserver la fluidité des flux de personnes et de marchandises entre les deux Irlandes. Mais dès lors, ce backstop pose de gros problèmes aux unionistes d'Irlande du Nord. En effet, la frontière commerciale se situerait alors pendant ce laps de temps entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, signe pour eux très inquiétant d'un potentiel rapprochement avec la République d'Irlande, ce qu'ils veulent absolument éviter. Et sur ce sujet, Johnson s'est clairement opposé dans un premier discours au Parlement à tout rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes. Il a également expliqué que des solutions alternatives sont possibles et seront proposées par son gouvernement, tout en étant bien silencieux sur le détail de ces propositions alternatives. En réalité, la seule proposition alternative possible au backstop actuel serait une proposition totalement improbable, c'est-à-dire que la République d'Irlande intègre temporairement le marché britannique, maintenant séparé du marché commun, ce qui serait vraiment inacceptable autant pour la République d'Irlande que pour l'Union européenne. Il est donc logique que ce soit le Royaume-Uni, et donc l'Irlande du Nord, qui assume les mesures temporaires découlant de cette volonté de retrait.
Le gouvernement de Johnson ne souhaite pas rétablir de frontières entre les deux Irlandes, mais il souhaite également satisfaire les unionistes irlandais en ne les séparant pas du Royaume-Uni. Pourtant, on ne peut pas avoir l'un sans rejeter l'autre. Si pour le moment Johnson communique sur sa capacité à s'émanciper de ce dilemme cornélien, il est très peu probable qu'il puisse réaliser cet exploit, particulièrement s'il veut empêcher tout report supplémentaire du Brexit au-delà du 31 octobre. Ensuite vient le cas de l'Écosse. L'un des grands avantages qu'avait l'accord négocié par Theresa May était le caractère très progressif du détachement du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, qui aurait pu apaiser les velléités indépendantistes des Écossais, au moins à court terme. Le grand risque de l'option du Brexit dur envisagée par Johnson est qu'une telle sortie, économiquement et politiquement très brutale, pourrait mettre d'autant plus en tension des Écossais qui ont déjà voté à 62% pour rester dans l'Union européenne en 2016. Un tel choc pourrait permettre aux indépendantistes actuellement au pouvoir au Parlement écossais de proposer à leur population un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et le fait est qu'un nouveau référendum sur l'indépendance écossaise interviendrait dans un contexte radicalement différent du récent référendum écossais de 2014, qui s'est réalisé avant même toute annonce concernant une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'UE. En 2014, les Écossais se sont prononcés à 53% pour rester dans un Royaume-Uni membre de l'UE. Et donc une sortie de l'UE pourrait grandement rebattre les cartes quant au vote des électeurs écossais. Johnson, sur ce sujet, rejette systématiquement toutes les interpellations des parlementaires écossais indépendantistes en expliquant que le référendum de 2014 fut accordé comme étant un référendum tel qu'il ne devait y en avoir qu'un par génération, ce qui empêcherait toute organisation d'un autre référendum post-Brexit dans les prochaines années. Là encore, en cas de Brexit dur, Johnson n'a pas proposé de vraie solution autre qu'un refus formel d'accorder un référendum sur l'indépendance aux électeurs écossais. Et c'est en effet assez logique, puisque la seule perspective d'un Brexit dur proposé par Johnson est là aussi antinomique avec toute volonté d'apaiser les forces centrifuges qui travaillent actuellement en Écosse. De cette situation découle d'ailleurs une pique souvent répétée par les indépendantistes écossais à Johnson, qui le désignent maintenant comme le dernier Premier ministre du Royaume-Uni. Enfin, concernant la facture de 39 milliards de livres devant solder les sommes dues par le Royaume-Uni à l'Union européenne, Johnson souhaite également s'en servir comme d'un moyen de pression. Il annonce que le Royaume-Uni gardera les 39 milliards jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit conclu. Néanmoins, du côté de l'UE, cette perspective n'est pas du tout tolérée ou même vue comme crédible. En effet, une partie de cette somme est de toute façon destinée à rémunérer des fonctionnaires européens de nationalité britannique, et un non-règlement de cette somme pourrait être interprété comme un défaut du point de vue du droit international. Cela pourrait motiver certains acteurs économiques, tels que les agences de notation ou même les acteurs institutionnels, à revoir à la baisse la confiance accordée au Royaume-Uni sur les marchés financiers internationaux. Face à ces positions très tranchées de Johnson, l'Union européenne et plusieurs chefs d'État européens ont déjà confirmé leur intention de ne pas vouloir renégocier l'accord déjà négocié avec Theresa May, celui-ci étant, je cite, le seul et meilleur accord possible, selon les mots de la Commission européenne. Si jamais aucune des deux parties ne change de position, on s'acheminerait néanmoins vers un choc économique relativement grand, au moins à court terme. Si ce choc va très certainement être utilisé par Johnson comme un moyen de presser Bruxelles vers davantage de flexibilité, il faut aussi comprendre que le choc serait relativement le plus grand du côté du Royaume-Uni. Une autre possibilité pour Boris Johnson, plutôt que d'attendre le choc brutal, serait au contraire de préparer dès maintenant des mesures de préparation à un Brexit dur, afin d'amortir ce choc tout en respectant la date du 31 octobre comme dernière limite à la mise en œuvre du Brexit. Enfin, si la situation se bloque au Parlement britannique au cours des tentatives de négociation, une possibilité ouverte à Johnson serait également d'appeler à de nouvelles élections générales afin de consolider sa majorité au Parlement. Plusieurs journalistes britanniques qui sont d'ailleurs en contact avec lui pensent qu'il a déjà cette option clairement en tête. Néanmoins, cette éventualité est très risquée, comme on l'a déjà vu après la débâcle de Theresa May qui avait également tenté cette stratégie, mais qui avait échoué à renforcer sa majorité lors d'élections qu'elle avait elle-même convoquées. Boris Johnson est donc d'emblée dans une situation qui s'avère tendue à régler à bien des niveaux, et ça malgré son grand optimisme affiché. Il ne reste plus qu'à observer dans les prochains mois comment la situation évolue, et on ne manquera pas d'ailleurs de publier des vidéos sur le sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur les derniers rebondissements du Brexit en commentaire. Ça aide vraiment beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez aussi la partager, ça aide vraiment la chaîne à toucher plus de monde. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout vous abonner à la chaîne, et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.